Bulgarie, changement de vie, changement de vue. Comme la plupart des pays de l'Est, la Bulgarie a vécu et continue à vivre une période difficile après la chute du régime communiste en 1989. Les changements que la démocratie a apportés sont incontestablement positifs pour le pays. Sofia, une des capitales les plus anciennes d'Europe, s'est transformée en une ville moderne dans laquelle les centres commerciaux, les buildings en verre et métal et le métro flambant neuf cohabitent aussi bien avec les vestiges romains qu'avec les bâtiments de style stalinien, symbole de l'ancien régime totalitaire. Sur la toile de fond de cette évolution, qu'en est-il de la situation des personnes non et malvoyantes en Bulgarie ? Vassil Dolaptiev, non-voyant, président de l'Union des aveugles bulgares. Actuellement, le problème majeur des citoyens déficients visuels, c'est le chômage qui dépasse 4%, ce qui les marginalise et leur impose le niveau de vie le plus bas. Vladimir Radulov, malvoyant, professeur de pédagogie spéciale à l'université de Sofia. Le peuple bulgare ne parvient hélas pas à dépasser le sentiment d'impuissance apprise car les médias suggèrent en permanence que rien n'a changé et que rien ne changera dans le pays, que quelqu'un doit toujours faire quelque chose pour nous, que rien ne dépend de nous, que tout est voué à l'échec. Ce tableau extrêmement nocif favorise l'immobilisme. Le président actuel de l'Union des aveugles bulgares, Vassil Dolaptiev, non-voyant, juriste et politicien, a toujours sa voiture de fonction avec chauffeur. Pour lui, le temps du totalitarisme était la belle époque pour l'Union. L'activité économique de notre organisation a débuté dans les années 1950. En 1952 a été inaugurée la première entreprise de travail pour les déficients visuels, le Promcombinat numéro 1, ici à Sofia. Durant les 4 décennies suivantes, 12 entreprises avec 34 filiales ont été construites sur tout le territoire national. Elles employaient plus de 10 000 personnes, dont plus de 6 000 privées de leurs facultés visuelles. La réussite de ce système était garantie par le monopole d'activité, ainsi que par l'exonération d'impôts sur les bénéfices et l'absence de taxes locales. Ceci permettait d'accumuler des ressources importantes qui étaient réinvesties dans ce type d'économie sociale, mais servaient aussi à financer de nombreuses activités sportives et culturelles. Le chiffre d'affaires annuel était aux alentours de 130 à 150 millions de dollars. Parfois, on plaisantait entre nous en disant que c'était tout bénef d'avoir perdu la vue, car ça permettait de travailler, de toucher un très bon salaire et de recevoir une retraite. Bref, les déficients visuels à l'époque avaient un niveau de vie supérieur à la moyenne. Certaines mauvaises tendances ont pris le dessus. On a créé chez ces personnes un comportement consumériste. Dans ces unités de production, en plus de l'activité économique, il y avait un volet consacré à la vie quotidienne. C'était de véritables villes avec des bâtiments d'habitation, des foyers de résidence, des cantines, des maternelles, des centres médicaux avec généralistes et dentistes, des magasins d'alimentation, d'équipements de la maison. Les aveugles vivaient à cette époque vraiment dans la dignité. On a certes créé de grandes entreprises, mais par la même occasion, de grandes communautés fermées. Les non- et malvoyants vivaient en vase clos. Malheureusement, depuis 25 ans, rien n'a progressé et la vie des aveugles s'est énormément dégradée.
À cause du capitalisme sauvage qui a été imposé à cette partie de l'Europe, du manque total de réglementation, de la présence importante de l'économie souterraine, les structures économiques de l'Union des aveugles en Bulgarie n'ont pas pu résister et faire face à la concurrence. Progressivement, nous nous sommes retrouvés en situation de faillite. D'abord, nous avons dû fermer nos filiales, puis en 1999, liquider les premières entreprises à Plovdiv et à Kustendil. Les locaux des entreprises qui ont cessé leur activité sont loués et les loyers ainsi récoltés sont reversés à l'Union des aveugles. Actuellement, il n'y a plus que 4 entreprises, propriété de l'Union des aveugles, qui continuent à fonctionner. Elles donnent du travail à 250 personnes, dont environ 130 déficients visuels. L'une de ces entreprises est l'usine Uspech, ce qui veut dire succès en bulgare. Son directeur est Donko Angelov, déficient visuel. On y produit des filtres de ventilateurs et de climatiseurs. Nous avons aussi une petite production de filtres pour moteurs de voiture. Voilà ce qui reste de ces activités d'il y a 20 ans. Jusqu'en 1989, l'entreprise employait environ 600 déficients visuels et l'effectif global était à peu près de 1200 personnes. Aujourd'hui, les non et malvoyants sont 27 sur 47 employés au total. Mais disons que le rapport 50-50 a été conservé. Face à cette baisse spectaculaire des emplois pour les personnes déficientes visuelles, Petar Staikov, non-voyant, a quitté l'Union des aveugles bulgares car il considère que cette institution ne fait pas assez pour assurer du travail aux personnes handicapées visuelles. Voilà pourquoi il a créé, avec quelques amis, une petite organisation non gouvernementale qui a pour but d'aider à leur intégration sociale et professionnelle. Docteur en philosophie, politologue et politicien, Staikov est parmi les fondateurs du premier parti démocratique opposant après la chute du totalitarisme. Monsieur Staikov, j'ai ici une note à faire signer. L'ONG qu'il a fondée a reçu en 2009 le soutien de l'Union européenne. Nous essayons d'informer employeurs et candidats. Nous étudions les capacités et les souhaits des candidats en leur permettant de se former, si besoin, et nous les préparons psychologiquement à l'entretien d'embauche. Des postes pour non et malvoyants, il y en a en Bulgarie, mais le problème reste la mise en relation des employeurs et des personnes déficientes visuelles capables de faire le boulot. Un exemple de collaboration fructueuse, c'est la rencontre avec Maria Konstantinova, exécutive d'une société de services qui emploie plus de 700 salariés. Je vais vous dire quel est le principe. Je sélectionne 2 ou 3 personnes, je les propose à l'employeur afin qu'il fasse le choix final. J'attends que vous me fassiez parvenir leur CV et qu'on organise le rendez-vous. Vous avez des préférences, hommes, femmes? Non. Âge? Pas de limite d'âge. En voyageant en Bulgarie, j'ai repéré un panneau publicitaire sur l'autoroute qui disait « Embaucher un aveugle ». J'ai eu une pensée pour ces gens qui sont invisibles pour notre société. Ils existent, mais nous ne les voyons pas dans la rue. Nous ne les voyons pas au travail, nulle part. Je me suis demandé comment ils vivaient, comment ils s'en sortent. Je ne pense pas avoir pris une mauvaise décision, bien au contraire. Ils s'acquittent parfaitement de leurs tâches, bien que leurs collègues voyants. Ils se sentent bien. Leurs collègues ont appris à les côtoyer au quotidien sans se sentir gênés. L'État ne nous verse aucune aide pour l'emploi des 3 malvoyants que nous avons recrutés. La décision d'embaucher les 3 personnes déficientes visuelles chez EasyPay n'est qu'un geste humain.
Engagé par Maria Konstantinova grâce au bureau de Petar Staikov, Ivan, diplômé en langue anglaise et déficient visuel, a pu mettre ses compétences au service de l'entreprise. Je suis ici depuis 3 mois à peine et je me sens bien. Les collègues sont compréhensifs. J'apprends beaucoup de nouvelles choses et j'espère contribuer à l'activité de la société. Dans le département des archives de la même société travaille Emilia, déficiente visuelle. Elle est diplômée de pédagogie spéciale et titulaire d'un master en action sociale. Elle fait un travail qui la satisfait, bien qu'il ne corresponde pas à ses compétences. Il faut avoir une capacité à manier des documents pour ce travail. Et je pense que oui, j'ai cette capacité. Je brasse depuis des années des documents pour des projets et je n'ai pas rencontré de problème particulier jusqu'à présent. J'ai même reçu des compliments de mes supérieurs, aussi peu modestes que ce soit de le dire. L'embauche, nous ne la considérons pas comme une charité. C'est certes un geste humain de la part des employeurs, mais à partir de là, le salarié déficient visuel doit gagner son salaire, contribuer des bénéfices à son employeur, ce qui va motiver ce dernier à le maintenir en poste et à embaucher d'autres personnes handicapées visuelles. Malgré les difficultés financières et le manque d'effectifs, l'organisation de Petar Staikov a réussi à placer en un an une douzaine de personnes non et malvoyantes sur le marché du travail. Parallèlement à l'ONG de Petar Staikov, l'État est aussi impliqué dans des actions en faveur de personnes déficientes visuelles. À travers l'Agence nationale pour les personnes handicapées, il subventionne à hauteur de 300 000 € par an l'Union des aveugles bulgares. En effet, cette organisation, créée en 1921 par quelques intellectuels déficients visuels, est la seule qui soit aidée par l'État, et ce, dès 1946. Après la chute du régime totalitaire, malgré les difficultés financières, elle continue à mener des actions culturelles, comme l'enregistrement de livres et journaux audio distribués dans une bibliothèque dédiée. Robert Grace Velizari. L'Union édite également un mensuel en braille et en noir traitant des problèmes des déficients visuels. Et passé le temps où il n'y avait aucun marquage en relief. Aujourd'hui, sur les quais de toutes les stations de métro, il y a des bandes jaunes en relief. L'établissement dont l'Union des aveugles bulgares est particulièrement fière se trouve dans la pittoresque ville de Plovdiv. Stéphane Dantchev, directeur du Centre de rééducation pour aveugles. Le Centre national de rééducation des aveugles a été créé le 11 octobre 1966. On y effectue de la rééducation fonctionnelle et de la formation professionnelle pour les non et malvoyants de tout le pays, en internat, à distance ou à domicile. Tu reviens de la gare, elle est ici, n'est-ce pas? Ça, c'est le passage clouté. Ah oui, tu traverses ici,
D'accord. Tu continues encore. Et voilà, tu y es. Je m'appelle Petia Alexieva, je travaille dans la bibliothèque Braille depuis déjà 6 ans et je m'occupe avec grand plaisir d'enfants qui viennent bouquiner ici. C'est à eux que j'apporte la plus grande attention. Je les aide à enregistrer des disques qui leur permettent d'intégrer plus facilement l'information. Je donne à chacun les titres de livres recherchés. On discute de leur impression de lecture. Ils sont très contents de ce que nous faisons ensemble. J'ai aussi la possibilité de chanter, car c'est ma profession. J'ai une formation de musicienne. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. La joie de vivre et la force d'esprit dépendent-elles uniquement de la situation économique et sociale du pays ? Il y a en Bulgarie beaucoup de personnes dont le parcours prouve que ce n'est pas le cas. Si Vladimir Radulov n'est pas nostalgique du passé, c'est en partie parce que, malgré son handicap visuel, il a une activité débordante. La journée, il est professeur en pédagogie spéciale pour non et malvoyants. Il forme les futurs enseignants, qu'ils soient voyants ou déficients visuels. À l'avenir, tu vas enseigner à des enfants comme ça et tu dois entrer dans ce rôle. Voilà, doucement. Et maintenant, est-ce que je peux corriger? Très bien. Tu as aussi respecté la ponctuation. Les interlignes, par contre, pourraient être un peu moins importants. En soirée, depuis une trentaine d'années, il présente une émission de jazz à la radio nationale. Bonsoir, chers amis du jazz. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons diffuser... Et la nuit, jeudi, il joue dans un club jazz branché à Sofia. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I wanna be in the samba. Oh, when the saints go À l'instar de Vladimir Radulov, d'autres personnes déficientes visuelles ont trouvé leur voie. Jordan Petrov, non-voyant, est accordeur de piano. Grâce à mon métier, je n'ai pas ressenti les changements d'une façon négative. C'est certainement parce que j'avais du travail, j'avais une activité. Ce n'était pas facile tout le temps. Ça, c'est mon métier, c'est ça. Je n'ai pas regretté une seule seconde. Les mains doivent être extrêmement précises et agir sans faille. Il faut des oreilles et des mains. Vous pouvez cliquer sur Home et aller au début de la liste. Voilà, maintenant cliquez sur la flèche vers le bas. Nedial Kodinov, non-voyant, est formateur en informatique. Quand les ordinateurs mis en vente ont commencé à avoir des prix plus accessibles, j'en ai acheté un et je me suis découvert une passion. J'ai suivi plusieurs formations informatiques et j'en ai fait mon métier. Je suis allé au centre de rééducation et d'intégration et j'ai été pris pour enseigner l'informatique et les nouvelles technologies. Elena Kristova, non-voyante, huissier de justice. Étudier le droit était mon rêve depuis l'école secondaire. Quand ma vision a commencé à se dégrader, il m'a fallu me faire à l'idée que je ne ferais plus d'études.
Ce n'est que 8 ans plus tard que j'ai appris que même avec une déficience visuelle, il existe des possibilités de poursuivre des études. J'ai eu mon diplôme en 1992. Les problèmes ont commencé quand il a fallu chercher du travail et ça a duré plus de 2 ans. Jusqu'à cette nuit où j'ai rêvé que je pouvais aller chercher du travail à Istra ou à Shumen. Je me suis accrochée à ce rêve comme un naufragé à une bouée. J'ai suivi ce conseil et je ne me suis pas trompée. Verka Stojkova, malvoyante, artiste peintre. Les personnes handicapées, et particulièrement celles atteintes d'un handicap visuel, quand cela est intervenu au cours de la vie et pas à la naissance, ils ont une période d'adaptation beaucoup plus difficile vers leur nouveau mode de vie. Habituellement, ils sont vite effondrés et désespérés. Je veux leur dire qu'il faut considérer les aspects forts de leur personnalité et évaluer quels sont les dons et savoir-faire qui vont leur permettre d'aller de l'avant. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais contrainte de rester à la maison alors que j'étais encore jeune et je me suis rendu compte que pour tout ce que je savais faire, il fallait avoir des yeux. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai décidé qu'il était grand temps de réaliser un de mes rêves, faire de la peinture à huile. Je trouve dans la peinture un plaisir suprême. Parce que quand il est en contact avec l'art, l'être humain est dans une forme de méditation. Il ne pense à rien d'autre. J'ai toujours été optimiste et je crois en l'avenir de mon pays et à l'avenir du domaine dans lequel j'ai l'honneur de travailler. L'enseignement destiné aux défis visuels va être intégré dans la nouvelle loi votée à l'Assemblée nationale. On y trouve des éléments très positifs, mais il faut, sur un plan plus large, faire fonctionner le triangle famille, école, société. Et ceci concerne aussi les voyants. On ne parvient toujours pas à comprendre le rôle de l'autonomie. La mobilité, les activités du quotidien, c'est ça l'autonomie physique qui est d'une importance particulière pour la déficience visuelle. Nous avons besoin d'élargir la palette des professions. Il faut une meilleure formation professionnelle. C'est elle qui permettra aux non-voyants d'être en concurrence sur le marché de l'emploi. Une meilleure motivation et aussi populariser les capacités des personnes déficientes visuelles dans notre société. La première solution, selon moi, appartient aux adultes eux-mêmes. Et pour illustrer ce que je veux dire, je vais citer Goethe. Quand tu perds un bien matériel, tu ne perds rien. Quand tu perds un ami, tu perds beaucoup. Mais si tu perds ton esprit, tu perds tout. Nos membres doivent conserver l'esprit de combat, la volonté d'une vie digne, en participant à l'évolution de notre pays vers une société plus solidaire et plus juste. La chorale des aveugles bulgares était jadis une institution de l'État. Aujourd'hui, ses membres ne sont plus salariés, mais leur passion persiste. Ce vieux chant orthodoxe exprime un vœu de santé, de prospérité, de bonheur. Interprété par ses choristes, il symbolise l'espoir d'une amélioration de la situation du pays et des non- et malvoyants. Sans doute, ce vœu sera un jour exaucé. Reste à savoir quand. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com.
Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition, www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets / ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, Pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, Issy-les-Moulineaux, Cedex-Neuf. Auteur, réalisateur et images, Alexandre Rakowski. Auteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Unité documentaire, Caroline Béard, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.